Alors, bonjour. Bonjour à tous. J'attendais de voir m'assurer que tout le monde se connectait. Alors, c'est en cours. Alors, bonjour à toutes et à tous au nom du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, de l'Office des personnes handicapées du Québec et du Secrétariat à la jeunesse du Québec, tous partenaires dans le programme d'action concertée. Je vous souhaite la bienvenue à cette activité de transfert des connaissances. Vous êtes plus de 575 personnes à vous être inscrites d'horizons divers, en effet, de milieux gouvernementaux, partenaires et acteurs de terrain, ergothérapeutes, psychologues, éducatrices spécialisées, etc. Là, je ne peux pas tous les nommer, mais vous êtes donc effectivement d'horizons divers, ce qui représente une indication claire que le sujet d'aujourd'hui et les résultats du projet de recherche présenté vous interpellent et répondent à un besoin bien concret. Je me présente, je suis Geneviève Godbout, je suis responsable de programme au FRQSC et c'est avec plaisir que j'animerai cette rencontre en collaboration avec ma collègue qui est également coordonnatrice du programme des actions concertées, Nathalie Roy. Je suis accompagnée également de ma collaboratrice Audrey Asselin, qui est technicienne au FRQSC et responsable de l'organisation de la séance et de son opérationnalisation sur la plateforme de visioconférence. Alors, j'en profite d'ailleurs ici pour la remercier. Avec nous, donc, à l'écran, j'aimerais souligner la présence de Mme Isabelle Champagne, qui est du secrétariat à la jeunesse à la direction des politiques et de la coordination interministérielle. Le Fonds est fier de s'associer à ses partenaires, donc l'Office des personnes handicapées du Québec et le secrétariat à la jeunesse, qui s'impliquent activement dans le soutien à la recherche et en reconnaît l'importance pour éclairer les décisions et les actions gouvernementales au sein de différentes instances et en direction des milieux de pratique concernés. Et bien sûr, notre invitée aujourd'hui, Chantal Desmarais, qui est professeure-chercheuse à l'Université Laval. Alors, brièvement, pour les personnes qui seraient moins familières avec la mission des fonds de recherche du Québec, je me permettrais de rappeler que celle-ci est notamment de promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les secteurs des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres. Et pour ce faire, le fonds met en place des dispositifs rigoureux afin d'octroyer des bourses et des subventions de recherche aux meilleures étudiantes et étudiants, chercheuses et chercheurs du Québec. En se tournant vers les fonds de recherche, nos partenaires s'assurent de la rigueur et de l'impartialité du processus d'attribution des subventions, de même que de la qualité scientifique des projets financés. Dans le cadre du programme Action concertée, nous partons des besoins et préoccupations exprimés par les partenaires. Ces partenaires, qui sont pour beaucoup des ministères, en souscrivant à nos programmes, adhèrent à deux principes centraux pour le fonds, soit la liberté académique et l'accès public aux résultats des projets financés. Et c'est pourquoi, au terme de chaque recherche menée dans ce contexte, le FRQSC et les organismes partenaires organisent une activité de transfert pour favoriser l'appropriation des connaissances produites par les milieux utilisateurs. Alors, c'est à la suite du lancement d'un appel de proposition en 2018, invitant la communauté scientifique à se pencher sur la situation des jeunes handicapés lors des moments de transition que constitue le passage de l'école à la vie active ou la vie adulte, et ça dans une perspective d'une meilleure planification et de coordination, là, des meilleures démarches en ce sens. Voilà, et c'est ainsi, à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux, qui a été sélectionné, le projet de recherche de Chantal Desmarais de l'Université Laval, qui nous présente aujourd'hui le fruit de ses travaux. Alors, un petit mot de technique, de nature technique, on vous a informé que vos micros et caméras sont fermés. Il y aura une période de questions suivant la présentation de Mme Desmarais et vous pourrez soumettre donc vos questions dans le mode de discussion. Donc, avec ma collègue Nathalie Roy, c'est Nathalie Roy, en fait, qui pourra relayer vos questions à Mme Desmarais. Donc, elle sera votre porte-voix. Donc, en tout temps, pendant la présentation, n'hésitez pas à soumettre ces questions, des précisions, des commentaires que nous pourrons ensuite conserver là, pour cette période de questions. Alors, accueillons donc Chantal Desmarais,
qui est orthophoniste et professeur-chercheur au département de réadaptation de l'Université Laval. Elle est également chercheuse au CIRIS du CIUS de la capitale nationale. Depuis l'obtention de sa maîtrise en orthophonie à l'Université McGill, elle a travaillé à Ottawa, à Vancouver, à Madison au Wisconsin, ainsi qu'à Québec auprès d'enfants et d'adolescents qui présentent des difficultés et des troubles de langage. Sa recherche porte en grande partie sur l'intervention auprès des jeunes ayant un trouble développemental du langage ou d'autres difficultés d'adaptation qui ont un impact sur leur scolarisation et leur socialisation. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole, Chantal Desmarais, afin que vous nous présentiez votre projet de recherche, ses résultats et pistes d'action. Merci beaucoup, Madame Godbout. C'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici avec vous. Alors, je vais d'abord partager mon écran le plus rapidement possible. Pour vous parler de ce projet. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière à la diapo titre. Je n'arrive pas à aller à la diapo titre. Alors voilà, c'est un projet qui s'intéressait aux meilleures pratiques de Teva pour le Québec. Comme l'a dit Madame Godbout, avec une équipe de recherche, j'ai répondu à cet appel de proposition qui est subventionné donc par une action concertée, soutenue par l'Office des personnes handicapées, le secrétariat à la jeunesse et bien sûr le Fonds de recherche Société et culture du Québec. Et là, je suis vraiment désolée, mais je ne réussis pas à faire... Ah, voilà. Alors, l'équipe de recherche, je veux d'entrée de jeu vous dire que je représente ici un très grand nombre de personnes dont vous pouvez voir tous les noms à l'écran. Alors, il y avait plusieurs co-chercheurs impliqués dans ce projet, des collaborateurs des milieux de pratique aussi, comme il s'agissait de pratiques terrain, donc d'implantation de soutien Teva dans les différents milieux où vivent les jeunes qui font face à des situations de handicap. On voulait s'assurer d'avoir le point de vue de collaborateurs de milieux de pratique. Plusieurs autres personnes qui ont soutenu ce projet. Je veux souligner le travail de Sarah Martin-Roy, professionnelle de recherche au CIRIS, qui a été avec nous pendant les 2 premières années du projet de recherche et qui a fait une contribution là, inestimable à ce projet. Et pour la présentation d'aujourd'hui, je veux souligner le travail de Léonie Proulx qui a été très créative pour le visuel d'aujourd'hui et notamment pour les séquences vidéo là, que vous allez voir un peu plus tard dans la présentation. Alors, c'est un plan de présentation classique. Je vais vous parler du contexte, de nos questions, de la façon dont s'est déroulée la recherche et je vais mettre l'accent sur les résultats qu'on a obtenus et les messages clés, pistes de solutions qui se dégagent de ces résultats. Avant toute chose, je voulais qu'on ait une représentation partagée de ce qu'on entend par transition de l'école à la vie active ou à la vie adulte. Alors, ça vient tomber. Quand on a commencé ce projet, il y a en même temps eu la publication d'un guide interministériel du gouvernement du Québec en 2018 qui a défini la Teva comme suit. Alors, une démarche planifiée, coordonnée et concertée d'activités qui visent l'accompagnement du jeune dans l'élaboration et la réalisation de son projet de vie. Donc, on parle ici de la transition de l'adolescence à l'âge adulte et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça comporte? Mais je pense que chacun de vous peut imaginer là, que ça comporte une effervescence d'événements, autant au plan développemental chez l'individu que des apports de son environnement. Alors, un adolescent qui se projette dans sa vie adulte, au fond, est dans une démarche de trajectoire vers l'autonomie, au plan de son occupation future lorsqu'il sera un adulte, au plan de ses loisirs, ses préférences d'activités autres que ses activités emploi et études, au plan du logement, alors comment il veut vivre, est-ce qu'il veut vivre seul, est-ce qu'il va continuer de vivre avec ses parents et pendant combien de temps, est-ce qu'il va vivre avec un conjoint ou une conjointe, est-ce qu'il va vivre dans une situation de groupe par exemple.
Au plan du transport aussi, alors c'est la période où les personnes obtiennent leur permis de conduire ou développent des habiletés à utiliser les transports en commun ou du transport actif, peu importe, mais il y a minimalement toutes ces considérations de la vie qui se développent très, très, très rapidement et où le jeune, donc de l'adolescence à l'âge adulte, va développer son autonomie à travers toutes ces sphères, si on veut, ces domaines d'activité de la vie. Et pour tous les adolescents, c'est un défi. Il y a une littérature abondante là-dessus. Le développement de la personne de l'adolescence à l'âge adulte, c'est absolument fascinant comme phénomène. Et pour les jeunes qui vivent avec des incapacités ou qui font face à des situations de handicap, mais c'est tout aussi effervescent et leur défi au plan de l'autonomie est aussi marqué. Donc, ils ont besoin de davantage de soutien que des jeunes qu'on va appeler des jeunes tout venants, par exemple. Alors, de l'adolescence à l'âge adulte, pourquoi c'est un défi plus marqué pour les jeunes qui ont des besoins particuliers? Ici, on pense plus précisément là, aux jeunes qu'on reconnaît sous l'acronyme EHDAA, enfants handicapés ou avec difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Par exemple, des jeunes qui ont une variété de troubles d'apprentissage, incluant ce qui m'intéresse davantage, les troubles de langage, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Alors, ces jeunes-là, tout au long de leur développement et pendant la fréquentation de l'école, ont besoin d'un accompagnement qui est adapté pour les apprentissages notamment et aussi pour la socialisation. Et c'est donc évident qu'ils vont aussi avoir des besoins d'accompagnement pour établir un projet de vie et ça débute ça habituellement pendant la fréquentation de l'école secondaire. Alors maintenant qu'on s'est représenté ce qu'on veut dire par TEVA, le contexte de la recherche, comme je vous le disais, le projet a débuté en même temps que la publication du guide interministériel québécois, ce qui a été très heureux pour nous parce que c'est un outil qu'on a beaucoup utilisé. Là, je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation. Alors, comme le disait Mme Godbout aussi, c'est clairement un projet de recherche qui est arrivé à un moment où de nombreux acteurs s'intéressaient à la question de la TEVA et ce qui est aussi confirmé là, par la présence d'un très grand nombre de personnes à la présentation d'aujourd'hui. Donc, on voulait connaître, au fond, le fonctionnement optimal de la TEVA pour le Québec. La question de recherche que nous nous sommes posée comme équipe plus précisément est la suivante. Alors, quelles sont les meilleures pratiques de TEVA au Québec? Pour répondre à cette question, au départ du projet de recherche, on s'est fixé 3 objectifs. Alors, le premier, de recenser dans les écrits scientifiques les pratiques nord-américaines reliées à l'implantation de mesures TEVA. Et on s'est intéressé plus précisément aux activités, donc aux actions TEVA posées sur le terrain auprès des jeunes. On était vraiment dans un focus très, très, très proche du jeune. Comment on soutient le jeune pour maximiser sa trajectoire vers le projet de vie qu'il s'est fixé. Dans un deuxième temps, le deuxième objectif visait à documenter de façon assez large les démarches TEVA qui ont actuellement cours au Québec. Et le troisième objectif, là, on creusait vraiment la question en évaluant des démarches TEVA qui s'avèrent prometteuses au Québec en regard de la recension des meilleures pratiques dans la documentation scientifique, donc de l'objectif 1. Chacun de ces objectifs-là, donc, était mis en relation les uns avec les autres dans le but de vous présenter les résultats aujourd'hui. Je veux aussi, dès le départ, vous dire que nos retombées attendues, c'était de dégager des pratiques qui sont en cohérence avec les données de la recherche en Amérique du Nord et qui ont fait preuve de faisabilité dans les écoles du Québec et d'en décrire les caractéristiques. On savait aussi d'entrée de jeu qu'il y avait déjà de très bonnes pratiques de TEVA au Québec. Depuis la publication d'un rapport en 2003 qui a été publié par l'OPHQ sur la TEVA au Québec, on savait très bien qu'il existait déjà des activités, des façons de soutenir les jeunes qui étaient très, très, très porteuses. Et le but ici, c'était de vraiment faire un exercice structuré de description de ces pratiques-là et surtout de le faire à la lumière d'un cadre de référence appuyé sur des données de la recherche.
Alors, le fameux cadre de référence, qui est en fait une taxonomie pour les programmes de transition, qui a été proposé par des chercheurs américains, donc piloté par Kohler, et publié une deuxième édition en 2016. Leur but est de proposer une façon de se représenter la TEVA, donc une taxonomie pour expliquer ce qu'on fait en TEVA en 5 grandes catégories de pratiques que vous voyez ici et qui entourent l'élève. Donc, l'élève ou le jeune est au cœur de la démarche TEVA et autour de lui, on met en place différentes pratiques pour s'assurer que cette TEVA fonctionne le mieux possible finalement. Alors, dans cette taxonomie, comme je vous le disais tantôt, il y a 5 grandes catégories de pratiques. Alors, d'abord, une planification axée sur l'élève à partir d'un plan d'intervention pour cet élève-là, dans lequel on a inclus des stratégies de planification, puis dans lequel on a soutenu activement, de façon très explicite et structurée, la participation de l'élève aussi à l'élaboration de son plan d'intervention, parce que ce plan d'intervention-là vise à le soutenir dans l'atteinte de son projet de vie. La deuxième catégorie de pratique, c'est le soutien au développement de l'élève. Alors, ce sont toutes les modalités pédagogiques d'évaluation, de soutien à l'élève. Donc, on veut connaître et soutenir ses habiletés académiques, sociales, professionnelles et le faire dans un contexte pédagogique qui est le plus ajusté aux besoins de ce jeune-là. Donc, on parle ici vraiment d'un soutien individualisé qui va requérir de la part des équipes qu'ils mettent en place une certaine agilité organisationnelle pour y arriver. La troisième catégorie de pratique, c'est la collaboration intersectorielle. Alors, on parle ici de la collaboration entre les différents secteurs d'intervention. Au Québec, bien, ça représente qui ces secteurs-là? Alors, le secteur de l'éducation, santé, services sociaux, soutien à l'emploi et tout le secteur communautaire aussi. Alors, ça veut dire que tous ces secteurs qui ont tous la même intention de soutenir le jeune vers l'atteinte de son projet de vie doivent travailler en concertation pour que le tout fonctionne le mieux possible. La structure du programme, maintenant, on parle ici là, à un niveau plus central, ministériel, de décision politique, là, des caractéristiques du programme qui vont permettre de l'évaluer, qui vont permettre aussi de faire une planification stratégique pour le déploiement des ressources et des activités et qui vont inclure des politiques et procédures. Et ça inclut notamment là, le climat scolaire, en tout cas dans les travaux des États-Unis, là, il y avait cet aspect vraiment très important qui a été relevé. Ensuite, l'engagement de la famille. Alors, la préparation de la famille, la participation de la famille est une catégorie de pratique très, très importante dans ces programmes de TEVA. Alors, maintenant que vous connaissez le cadre de référence, et je vais y revenir plusieurs fois pendant la présentation, vous allez remarquer que j'ai utilisé des boîtes colorées qui vont toujours être les mêmes pour illustrer là, les 5 catégories de pratiques. Alors, le premier exercice qu'on a fait dans le projet de recherche, c'est une recension des écrits. On a fait une recherche documentaire pour trouver des études récentes qui avaient évalué et décrit et expliquer des pratiques optimales de TEVA dans des milieux très, très proches des jeunes. Donc, on parle ici vraiment là, du milieu local, des services, soit en éducation, soit en santé, soit en soutien à l'emploi, qui sont très, très près des jeunes. Alors, en termes de planification axée sur l'élève, de soutien au développement de l'élève, de collaboration intersectorielle, de structure du programme et d'engagement de la famille, ce qu'on a relevé dans la recension des écrits confirme le cadre de référence. Donc, je ne vais pas aller plus loin ici là, par souci là, de temps et de vous parler davantage de nos résultats de l'évaluation terrain qu'on a faite. L'objectif 2 maintenant, on voulait avant de plonger dans une évaluation plus approfondie dans les milieux,
avoir une représentation des informations qui se trouvent sur les sites Internet des établissements scolaires du Québec. Alors, c'est un exercice de scan environnemental qui a été effectué là, en 2019, donc les choses peuvent avoir évolué depuis, mais en 2019, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé et lu les sites Internet de 81 établissements, c'est-à-dire les 72 à l'époque commission scolaire, maintenant Centre de services scolaires du Québec, et 9 écoles secondaires spécialisées qui offrent de l'éducation là, à des jeunes qui vivent en situation de handicap. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, les auxiliaires de recherche, en fait, ont analysé tous ces sites Internet en cherchant expressément de l'information sur les 5 catégories de pratiques du cadre de référence utilisé dans l'étude. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que il y a un assez grand nombre, finalement, de sites Internet qui donnent de l'information sur ces différentes catégories de pratiques et qu'il y a encore là, de l'amélioration possible à cet égard-là. La question qu'on se posait en évaluant les sites était la suivante. Si un parent d'un jeune qui vit avec des incapacités consulte le site Internet de son institution locale, que pourra-t-il trouver? À quel point pourra-t-il se renseigner sur la TEVA dans l'école que fréquente son enfant? Pardon? Madame Desmarais, je m'excuse de vous déranger. Oui. Je peut-être faire attention au micro. On a beaucoup de commentaires. On entend Ah ouais. un OK. bruit avec peut-être qui bouge trop. Merci. Je vous OK, laisse parfait. aller. Merci. Je vais le tenir comme ça, Oui. en espérant que ça ira mieux. Voilà. Je vais arrêter de bouger mes mains aussi, je m'excuse. Alors voilà, donc l'objectif 3 maintenant, on entre dans le vif du sujet où on a voulu évaluer la démarche TEVA pour dresser un portrait des pratiques déclarées par les établissements et les comparer au cadre de référence qu'on avait retenu. Alors, on a fait ça en 2 étapes. La première étape comporte 6 études de cas, en fait, des études de cas dans 6 écoles secondaires du Québec où on avait des participants qui étaient des jeunes, des parents, des intervenants scolaires, des intervenants des réseaux de la santé et de l'emploi. Et la deuxième étape comportait des entretiens individuels avec des répondants stratégiques. Alors, dans la première étape donc de cet objectif où on est vraiment allé sur le terrain pour interroger les acteurs de la TEVA, incluant les jeunes et les familles, comme je vous le disais tantôt. Alors, on a recruté des participants dans 6 écoles. On a recruté un total de 65 participants dans 6 écoles qui représentent donc Montréal, bien sûr, on s'y attend. C'est assurément la région où il y a le plus de population au Québec. On était très heureux aussi de pouvoir recruter des écoles dans des régions autres que celle de Montréal. Et je vous mentionne au passage là, que, bon, vous voyez l'année où on a fait ça, il y a eu la COVID en mars 2020 qui a fait en sorte que 2 des écoles qui devaient participer n'ont pas pu le faire. Donc, on visait 8 écoles. On a réussi à faire nos groupes de discussion dans 6 écoles avec 65 participants, donc qui incluaient des élèves, des parents, des intervenants des divers secteurs également, ce qui était très important pour nous. Et le fait d'avoir une représentation à la fois de milieux urbains, comme Montréal, bien sûr, mais aussi de milieux en région au Québec a été quelque chose qui était très important pour nous. Alors, on est content de cette représentativité-là. On a donc analysé, évidemment transcrit et analysé les propos de toutes ces personnes, ce qui prend quand même beaucoup de temps. Et on a ensuite pris tous leurs énoncés pour les classer en fonction des 5 catégories de pratiques. Donc, vous allez encore une fois voir revenir là, les 5 catégories de pratiques du cadre de référence qui nous ont permis de confirmer qu'il y a en effet au Québec de nombreuses pratiques qui font partie de ce qui est recommandé dans les écrits scientifiques. Alors, dans la planification axée sur l'élève, ce que nous ont rapporté les participants. Alors, c'est l'importance de favoriser la connaissance de soi, le développement de l'autodétermination de l'élève, de soutenir sa participation active aux rencontres de plans d'intervention, notamment de le préparer
avant qu'il participe à une de ces rencontres-là, de l'aider donc à réaliser des choix personnels, à élaborer un projet de vie, à participer à la prise de décision et à développer son autonomie. Ce que les équipes, donc les intervenants, ont relevé, c'est l'importance que le jeune apprenne à se connaître, à reconnaître ses intérêts, ses forces, ce qu'il n'aime pas, ses difficultés aussi et ses besoins. On a beaucoup parlé d'un projet de vie réaliste pour le jeune, en fait, que de faire une trajectoire TEVA, ça inclut un projet de vie qui a été bien réfléchi et qui correspond aux caractéristiques de chacun des jeunes là, qui développent sa TEVA. L'importance aussi d'être accompagné et soutenu dans la démarche TEVA par des intervenants. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous présenter des propos, en fait, des personnes qui ont participé à nos groupes de discussion. Ici, pour la planification axée sur l'élève, je vous invite à écouter une enseignante. La TEVA, pour moi, c'est l'idéal pour développer l'autodétermination. On part de l'élève, de ses désirs, de ses forces et de ses défis. Dans la démarche TEVA, on met du sens. On met du sens sur ce qu'est d'avoir un emploi. Alors, je pense que les mots des acteurs sont très porteurs. Peut-être que certains d'entre vous vous reconnaîtrez dans ces propos. La deuxième catégorie de pratique, maintenant, le soutien au développement de l'élève. Alors, les équipes ont mentionné l'importance de bien connaître l'élève afin de lui proposer des outils, des expériences pour qu'il développe progressivement des habiletés essentielles à la vie adulte. De le soutenir aussi dans le développement d'habiletés qui sont de plus en plus axées sur la vie adulte, donc toute la notion de progression à travers la TEVA, et ça, je vais y revenir un peu tantôt aussi. Alors, comme équipe école, les intervenants ont mentionné l'importance d'une approche ouverte, souple et créative dans la planification et la mise en œuvre de la TEVA, qui fait référence à l'agilité organisationnelle que je mentionnais tantôt. L'importance aussi d'offrir des occasions variées d'exploration à l'élève, que ce soit des stages, des expériences dans la communauté, des visites de milieu, des emplois d'été. Donc, les facilitateurs qui ont été le plus souvent soulignés sont une ouverture aux différents points de vue. On parle ici du point de vue de l'élève, de son parent et des intervenants des différents secteurs, et aussi la présence d'une personne qui assure des suivis. Alors, je vous laisse encore une fois là, écouter les propos d'un participant, à nos groupes de discussion. On regarde la personne au complet. Les objectifs vont dans toutes les sphères. Les objectifs ne sont pas déterminés par nous, les enseignants. On guide, on souhaite que ça émerge, mais c'est vraiment une collaboration avec l'élève qui s'aperçoit lui-même du défi qu'il pourrait relever. Pour nous, la TEVA, c'est vivant tout le temps. J'aimerais appuyer sur ce propos-là, à quel point il est important que la TEVA, ce soit une démarche qui est souple et qui s'ajuste graduellement aux besoins de l'élève et à son développement. Passons maintenant à la catégorie de pratique qu'est la collaboration intersectorielle. Ça, c'est un assez grand défi. On va y revenir quelques fois pendant la présentation. Alors, l'importance, c'est que les différents secteurs travaillent ensemble, donc qu'ils se connaissent, qu'il y ait une connaissance des ressources du milieu et des partenaires qui évoluent autour de l'élève. Plusieurs des écoles, des milieux qu'on a interrogés ont parlé de l'importance d'un bottin de ressources comme outil vraiment très soutenant pour ce processus-là à travers les différents secteurs qui soutiennent l'élève. L'importance aussi d'inclure formellement les partenaires dans l'élaboration du plan d'intervention ou du plan de TEVA et de travailler de façon collaborative avec l'élève pendant et aussi après la scolarisation. Notamment, on a eu des participants qui provenaient là, du milieu de l'éducation aux adultes qui ont fait des commentaires à cet égard-là. L'importance de préciser les rôles et responsabilités de chacun des partenaires qui évoluent autour de l'élève aussi. Et vous allez voir un peu dans les propos tantôt qu'on a retenus pour quelles raisons. Alors, il y a plusieurs obstacles aussi qui ont été relevés en termes de collaboration intersectorielle. Alors, à quel point la démarche peut être fragilisée si tous les acteurs de tous les secteurs pertinents ne sont pas ou peu
peu impliqués. Le fait qu'il y ait des listes d'attente, du roulement de personnel dans certains services fait en sorte aussi que la démarche puisse être fragilisée. Dans certains cas, il y avait une absence de partenaires de certains secteurs, donc tout dépendant du milieu où les entrevues ont été réalisées, il y avait parfois là, des vides de service finalement pour les démarches TEVA. En termes de facilitateurs, la cohésion, le travail d'équipe à l'école sont cruciaux, sont essentiels. La collaboration et la communication entre les différents milieux aussi, ainsi que la présence d'une personne pivot qui assure les suivis, ont été surlignés de nombreuses fois comme facilitateurs très importants de la collaboration intersectorielle. Alors, je vous laisse à nouveau écouter les propos de participants. La communication, c'est primordial pour que ça fonctionne. À l'interne, nous dans l'équipe, avec les parents, avec les élèves bien évidemment, ils sont au cœur de tout, avec les partenaires. Donc vraiment, le travail d'équipe est essentiel à la réussite de la démarche TEVA. Et un autre? Chacun avait ses attentes du qui fait quoi, puis c'était pas partagé. Il faut d'emblée que ce soit convenu. Puis il faut que ça appartienne à quelqu'un. Il y a beaucoup de monde, ça touche plein de réseaux. Quand ça appartient à tout le monde, ça n'appartient à personne. Ça prend quelqu'un qui a le mandat précis de déployer cette patente-là du mieux possible. Il faut que le qui fait quoi soit clairement explicité. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de Madame Bédard ici. Là, c'est un nom tout à fait fictif qu'on a mis sur le plan d'intervention. En fait, je pense que c'est vraiment important de souligner à quel point ça a été nommé très, très, très souvent par les participants dans les écoles, l'importance de la collaboration intersectorielle, l'importance que chacun ait un rôle clair. L'analogie qui m'est venue en tête, je suis une maman de jeunes hommes maintenant, mais qui ont joué au football au secondaire, puis j'ai appris ce sport-là sur le tas en regardant mes enfants jouer au football. Et dans une équipe de football, au fond, le projet, c'est que le ballon se rende de l'autre côté de la ligne de toucher. Et pour faire ça, il faut un plan, puis il faut que chacun sache quel est son rôle. Il y a quelqu'un qui va lancer le ballon, il y a quelqu'un qui va attraper le ballon et courir avec ce ballon-là. Il y en a d'autres qui vont s'assurer que le terrain, que l'environnement est propice pour que la personne qui fait la course puisse la réaliser. Donc, la collaboration intersectorielle, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit clarifié. Il faut que chacun sache quel est son rôle dans cette collaboration intersectorielle-là. Passons maintenant à l'engagement de la famille. Les participants ont souligné de nombreuses fois aussi, et comme je vous le disais, là, dans la majorité des groupes, on a des parents qui ont participé au groupe de discussion. Alors, l'implication de la famille, de soutenir, de favoriser sa participation au plan d'intervention. Dans certaines écoles, ça voulait dire qu'un intervenant aussi rencontrait le parent et le jeune avant la rencontre de plan d'intervention pour s'assurer qu'ils puissent bien se préparer à ces rencontres-là. Sensibiliser les parents à la TEVA en expliquant ses étapes et l'offre de soutien, favoriser la participation des parents à l'initiation de la démarche TEVA aussi et maintenir ensuite leur implication, discuter de l'évolution de la démarche TEVA avec les parents et organiser des rencontres avec les parents, les élèves et les ressources du milieu, par exemple des salons d'information ou des soirées d'information où les parents peuvent aussi se réunir parce que jusqu'ici, on a parlé surtout d'une démarche qui est individualisée pour chaque jeune et donc chaque famille, mais l'intérêt de pouvoir leur donner des lieux de rencontre a été aussi souligné plusieurs fois. Alors, les besoins des parents, ceux qu'ils ont mentionnés le plus fréquemment, c'est d'être davantage soutenus, davantage accompagnés et surtout davantage rassurés. Comme intervenant, très souvent, on a pu voir plusieurs jeunes évoluer dans un parcours de TEVA. Pour un parent, c'est souvent la seule expérience de parcours de TEVA que cette personne aura. Alors, le besoin d'être rassuré a été nommé très, très, très souvent en ce sens-là. Il souhaite obtenir plus d'informations sur la démarche TEVA, sur les différents rôles des intervenants et la stabilité des intervenants et les problèmes que ça peut susciter ont aussi été évoqués là, comme besoin pour les parents. Je veux faire le lien ici là, en termes d'information à notre objectif 2 où on a fait le scan environnemental des sites Internet. Alors, assurément, ça pourrait être une piste que l'information soit disponible pour tous les parents qui ont des jeunes avec des incapacités.
Alors, je vous laisse à nouveau écouter les propos d'un papa. Nous, en tant que parents, c'est important de transmettre nos inquiétudes. Puis l'école nous accompagne là-dedans et va nous diriger vers de bonnes organisations. Il y a eu un salon l'an passé et j'y suis allé, ça m'a vraiment aidé à comprendre. Je vais vous avouer que pour moi, c'est un peu mêlant toutes les étapes. Le CLSC, le CRDI, Action main-d'œuvre, c'est presque un travail à temps plein. Alors, passons maintenant à la dernière catégorie de pratique, qui est la structure du programme. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a, évidemment, quand on parlait à des intervenants au niveau local, donc des intervenants des écoles, des intervenants des CIS ou des CIUS, des intervenants des services d'aide à l'emploi pour les jeunes, on n'a pas nécessairement parlé de structure de programme au sens de politique, mais il y a clairement quelque chose d'organique. Hein. Comme je le disais tantôt, ça fait déjà 20 ans que les différents milieux qui travaillent avec les jeunes en situation de handicap ont commencé à mettre en place des activités qui soutiennent la TEVA chez ces jeunes. Alors, il y a définitivement des éléments qui sont des caractéristiques de la structure d'un programme qui vivent de manière un peu organique, comme je le disais tantôt. Alors, un leadership local fort et dédié à la TEVA, c'est un élément clé vraiment pour que la TEVA fonctionne le plus harmonieusement possible. On a aussi parlé de l'importance de la formation. Alors, dans les milieux où la TEVA est bien implantée, il y a aussi des mécanismes pour aider à offrir de l'information aux nouveaux intervenants qui vont s'impliquer dans la TEVA. Il y a aussi des moyens de favoriser le partage d'expériences et de connaissances des intervenants scolaires dans le déploiement des démarches TEVA, par exemple par des biais de communautés de pratique. Donc, il y a certaines caractéristiques de la structure qui ont vu le jour de façon organique au niveau local. On nous a parlé aussi de l'importance, au plan des améliorations, de s'assurer de repérer tous les élèves susceptibles de bénéficier de la démarche TEVA. On connaît déjà les élèves HDAA du primaire, alors en théorie, dès leur entrée au secondaire, on pourrait identifier ces jeunes-là. Dans les écoles qu'on a interrogées, pour la plupart, la démarche TEVA commence 3 ans avant la fin du parcours à l'école secondaire, mais plusieurs des écoles qui ont participé au projet nous ont dit qu'à leur avis, on pourrait essayer de viser un horizon de 5 ans plutôt que de 3 ans pour bien préparer les jeunes là, à leur entrée dans le monde adulte, si on veut. Clarifier la démarche TEVA, les étapes, les rôles et responsabilités de chacun ont aussi été fréquemment mentionnés. Donc, comme je vous dis, on a peu de commentaires concernant la structure du programme quand on pense, par exemple, à des politiques au niveau ministériel. Ici, on parlait de caractéristiques du programme là, au niveau local. Alors, la dernière portion de la collecte de données, la dernière portion de résultats, qui, je l'espère, là, est le plus dynamique possible pour vous. Alors, c'était des entrevues auprès de répondants stratégiques. On a identifié ces répondants lorsqu'on a fait notre scan environnemental. Alors, on s'est renseigné sur les lieux où la TEVA existait depuis longtemps et on a recruté 10 répondants qui avaient une grande expérience de la TEVA dans des rôles de planification et de gestion de la TEVA. Alors, il y avait des personnes dans des commissions scolaires, il y avait aussi des personnes dans des ministères qui ont accepté là, de répondre à nos questions. Pour préparer l'entrevue, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du guide interministériel et du modèle de Kohler, qui est le cadre de référence pour le projet, on a élaboré une proposition initiale de modèle logique de la TEVA en décrivant sur un document là, qui tenait sur une page, là, dans un tableau d'une page, donc les ressources, les activités, les extrants, les résultats à court et moyen terme et les impacts, donc les catégories classiques d'un modèle logique, où on a inséré l'information qui se trouvait dans le guide interministériel de 2018 comme base à la discussion avec les répondants stratégiques. Leurs propos ont été transcrits et analysés en fonction de 6 dimensions de la gouvernance des interventions interministérielles et je ne veux pas passer à travers tous ces éléments-là, mais ça a été un exercice fort intéressant et je crois très porteur
pour éventuellement bonifier la catégorie de pratique de structure de l'intervention. Alors, les participants, les répondants ont mentionné l'importance de formaliser la coordination pour soutenir la démarche TEVA, de s'assurer donc que les rôles et responsabilités de chacun soient bien définis. En ce qui a trait à l'efficience du partenariat et à la disponibilité des ressources non financières, il y avait l'importance qui a été soulignée là, de bien préciser quelles sont les ressources allouées à la TEVA parce que pour le moment, pour ces répondants stratégiques-là, c'était assez difficile à établir. Ce qui arrive, en fait, ce que les répondants nous ont dit, c'est que la TEVA, comme je vous disais tantôt, on a vu beaucoup de caractéristiques très positives. Ça s'appuie en très grande partie sur la bonne volonté et sur la conviction des intervenants, mais il n'y a pas un programme qui nous permet une évaluation et une planification stratégique telle qu'il serait idéal de le faire pour la catégorie de pratique de structure de programme de la TEVA. Alors, c'est tout ce que je vais vous dire pour cette diapositive-là. Peut-être qu'il y aura des questions un peu plus tard. Donc, ce que les répondants stratégiques nous ont dit, en somme, c'est que la situation actuelle, c'est une reddition de comptes qui est organisée en silos et qu'on voudrait se déplacer vers une situation idéale qui s'appuierait sur une logique de responsabilité partagée centrée sur les besoins des jeunes. Et ça correspondrait aussi à ce qui est recommandé dans le cadre de référence qui a été notre appui tout au long de ce projet de recherche. Alors, on arrive maintenant à la dernière section de la présentation où je veux mettre en évidence, surligner des éléments de réponse à la question de recherche. Alors, je vous rappelle que la question qu'on se posait, c'est quelles sont les meilleures pratiques de TEVA pour le Québec? Et comme je vous l'ai dit aussi en début de présentation, une des prémices importantes pour l'équipe de recherche était que c'est sûr qu'il y a déjà de très, très, très bonnes pratiques de TEVA au Québec. Alors, on n'avait pas du tout la prétention d'inventer des pratiques, mais plutôt de les mettre en évidence, de mettre ces meilleures pratiques en évidence et de noter également, d'identifier également les champs où il y avait moins de meilleures pratiques. Alors, c'est là que le cadre de référence qu'on a utilisé prend tout son sens parce qu'il nous a permis de mettre en valeur la présence de certaines pratiques et en même temps de focusser ou de faire la lumière sur des pratiques qui sont moins présentes et pour lesquelles on devrait peut-être mettre en place une réflexion, une planification. Alors, voilà, les pratiques prometteuses qui existent déjà. Vous pouvez voir là, les 5 catégories de pratiques à gauche. En fait, il y en a une que vous ne voyez pas. Je vous laisse deviner laquelle. Je pense qu'à peu près tout le monde a sans doute vu que ça allait se dessiner en arrivant à cette dernière partie de la présentation. Mais en fait, des pratiques prometteuses, quand on parle de pratiques prometteuses, on parle de pratiques qui sont appuyées sur les données de la recherche, pas nécessairement qui ont été évaluées. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de pratiques exemplaires. On a parlé de pratiques prometteuses. Donc, on sait qu'elles ont été conçues à partir de données de la recherche. On le sait qu'elles fonctionnent aussi dans les milieux du Québec, ces pratiques-là. Et il y a donc lieu de réfléchir à les promouvoir pour qu'elles puissent être déployées dans toutes les écoles du Québec. Alors, en termes de planification, bien sûr, le plan d'intervention. On a déjà des soutiens pour ça au Québec et on gagne à le valoriser. Il peut être adapté aux objectifs de la TEVA. En termes de soutien au développement de l'élève, il y a déjà beaucoup d'écoles secondaires qui ont mis des énergies à offrir un soutien individualisé à l'élève pour promouvoir son autodétermination et son autonomie, donc pour mettre en place son projet de vie. Et ce qu'on a beaucoup remarqué, c'est l'agilité qui est nécessaire pour individualiser la TEVA et on l'a remarqué dans les propos des participants au projet de recherche. En termes de collaboration intersectorielle, il y a la part des intervenants de milieux variés qui enrichit la TEVA, qui est valorisée par les participants.
la ligne absente, je vais y revenir tantôt. L'engagement de la famille. Alors, les écoles sont soucieuses d'inclure la famille, ont mis en œuvre des outils, des moyens pour les rejoindre et de façon plus particulière là, lors des rencontres de plans d'intervention. J'aimerais justement parler de plan d'intervention, qui est un outil essentiel à la planification axée sur l'élève. Alors, vous voyez ici là, la définition du plan d'intervention selon le gouvernement du Québec. Il reste des choses à réfléchir en termes de plan d'intervention et TEVA. Certainement, des paramètres de la coordination sont à définir. On a fait une recension des écrits là-dessus dans l'équipe de recherche là, qui a été publiée. Vous avez la référence à la fin du document. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans d'autres provinces canadiennes, et notamment en Ontario, on nomme le rôle du ou de la coordonnatrice, coordonnateur de service dans une planification de la transition chez les jeunes, parce qu'on sait là, que ça requiert de coordonner les actions de plusieurs intervenants, de plusieurs secteurs, et la coordination, donc un rôle précis à cet égard-là, est absolument essentiel. En terminant, je voulais aussi vous mentionner 2 exemples de travail de coordination sectorielle, vraiment intersectorielle, vraiment intéressants qui ont été faits, un en milieu urbain, un en région. Alors, tout au long du projet de recherche, on a bien sûr eu la chance d'être nourri par plusieurs intervenants terrain. Alors, je vous mentionne ces deux documents, le guide répertoire de la TEVA de la région de Montréal et un répertoire des ressources régionales du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont 2 exemples, il y en a d'autres, là, mais je voulais en mettre 2 en lumière, là, si jamais il y en a parmi vous qui n'en connaissent aucun. Je pense que c'est un très bon point de départ d'un effort régional, concerté, intersectoriel pour soutenir les jeunes, pour mettre en place une TEVA la plus positive possible pour eux. Il y a aussi des initiatives du secteur communautaire qu'on a eu l'occasion de voir dans le cadre du projet de recherche. Alors, un outil de l'Association de spina bifida et d'hydrocéphalie du Québec est un outil en ligne à utiliser, donc conçu vraiment pour le jeune, qui peut être bien sûr aidé de son parent, de ses intervenants, mais vraiment un outil pour l'aider à planifier les différents domaines d'activité de sa vie, incluant sa TEVA. Et l'association Dysphasie Plus qui a mis en ligne des guides, un guide pour l'employeur, un guide pour l'accompagnateur vers l'emploi aussi, donc pour aider les jeunes adultes là, dans la poursuite de leur projet de vie là, en ce qui a trait à une occupation, un emploi. Alors, sachant qu'on a déjà tout ça, sachant qu'il y a déjà de très bonnes pratiques TEVA, des pratiques TEVA très prometteuses au Québec, il y a néanmoins des pistes d'action à poser, des améliorations qu'on pourrait mettre en place. Alors, voici quelques propositions. S'assurer que le plan d'intervention soit mis en place en incluant la TEVA, et ce pour tous les jeunes qui en ont besoin. Bien sûr, les milieux, nous, où on est allé tenir des groupes de discussion, où on a collecté nos données, sont des milieux où la TEVA est valorisée et où la mise en place du plan d'intervention tombe sous le sens pour eux. Par contre, c'est peut-être pas le cas dans toutes les écoles. Alors, ça mériterait vraiment une vérification et certainement une valorisation, l'utilisation du plan d'intervention. L'agilité aussi. La plupart des milieux nous ont dit à quel point c'était important de pouvoir s'ajuster aux besoins de chaque élève pour individualiser la TEVA. Et c'est un énorme défi dans des orchestrations de services aussi complexes, aussi intersectorielles que peut l'être la TEVA, de réussir à avoir une structure tout en gardant une certaine agilité. En ce qui a trait à la collaboration intersectorielle, une des choses qui ressort, c'est l'importance de la coordination. Alors, localement et en lien avec le pays, de s'assurer qu'il y a une coordination entre les secteurs et que quelqu'un pilote cette coordination-là, qu'il y ait, peu importe comment on l'appelle, un intervenant pivot, un coordonnateur de plan d'intervention qui puisse s'assurer du bon déploiement de ce plan-là.
En termes de structure de programme, il n'existe pas de programme TEVA tel que défini par le Conseil du Trésor présentement au Québec. Des orientations claires seraient assurément à prévoir. Et en termes d'engagement à la famille, les familles expriment un besoin d'aide pour repérer les ressources et les informations. Alors, il y a encore probablement du travail à faire pour informer les familles. Je veux faire une mention particulière au sujet de la structure du programme, à l'effet que notre rapport a été déposé quelques semaines après celui du vérificateur général de novembre 2020, qui lui aussi recommande de bien clarifier les orientations ministérielles en matière de TEVA, de s'assurer d'une coordination aussi entre les ministères qui sont impliqués dans la TEVA. Avant de passer aux actions, je voudrais quand même nommer quelques limites de la recherche. C'est sûr que nous, on a étudié en profondeur 6 études de cas pour dégager plusieurs pratiques prometteuses de la TEVA au Québec. Ce sont des groupes de discussion qui ont eu lieu, donc qui se sont appuyés sur des pratiques déclarées. On n'a pas pu faire d'évaluation de résultats de la TEVA. On a seulement fait une évaluation des processus de la TEVA. Alors ça, c'est assurément là, une limite du projet de recherche que je veux mentionner. Et l'autre chose qu'on aurait bien aimé faire, mais qui n'a pas été possible dans la mesure, à la hauteur où on l'aurait souhaité, c'est de pouvoir avoir les points de vue de davantage de jeunes qui vivent la TEVA. On a eu définitivement dans nos groupes, là, je vous mentionnais qu'il y a 65 participants à nos groupes de discussion. Il y avait une très, très, très grande majorité d'intervenants et on a moins entendu le point de vue des jeunes. Alors, ce sont deux limites là, à retenir pour les suites de l'exploration de la TEVA au Québec. Mais cela dit, on a comme équipe de recherche réfléchi à ce que nos résultats nous amenaient comme proposition d'action pour optimiser la TEVA au Québec. Et de notre point de vue, on a beaucoup d'informations pour valoriser les pratiques prometteuses qui existent déjà. Il existe des pratiques prometteuses et on pourrait encore mieux les définir, mieux les décrire et certainement les valoriser pour qu'elles puissent être implantées dans toutes les régions du Québec. De planifier la TEVA aussi pour s'assurer que des services de TEVA soient offerts à tous les jeunes qui ont des besoins particuliers. On pense aussi que le fait de proposer pour tous les acteurs concernés des dispositifs de formation au sujet des pratiques prometteuses de TEVA serait un objectif très porteur pour la TEVA au Québec. Et bien sûr, et là je reviens sur le propos du Bureau du vérificateur général aussi, de structurer la démarche TEVA autour d'une intervention interministérielle claire où le rôle de chacun est bien défini et bien coordonné. Alors, les perspectives futures pour notre équipe de recherche, dans le contexte de cette action concertée, là, on a encore des activités de transfert de connaissances qui sont prévues pendant l'année 2021. Et plus largement, pour des perspectives futures au sujet de la TEVA, probablement qu'un des éléments qui serait très porteur serait de travailler sur le terrain à la collaboration intersectorielle, de voir comment ça peut fonctionner si on met en œuvre un soutien explicite à la précision des rôles dans la collaboration intersectorielle et probablement, potentiellement, que le rôle d'un coordonnateur de TEVA serait à évaluer également. Alors voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vais maintenant être disponible pour répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup, Madame Desmarais, pour cette riche présentation. Je vais demander à Nathalie de nous rejoindre et parce qu'on a effectivement beaucoup de questions. Et je dirais peut-être que les premières questions concernaient cette coordination. Je vais laisser Nathalie poursuivre. Merci. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Madame Desmarais. Effectivement, on n'aura probablement pas le temps de faire le tour des questions, mais les questions vont vous être acheminées à vous pour vous donner à penser comment les gens ont réagi, éventuellement peut-être communiquer avec les gens. Dans un premier temps, il y a des gens, vous avez
vous nous avez, de façon fort intéressante, donné accès à la voix des intervenants et des parents qui ont participé à votre projet avec les clips vidéo. Il y a un intervenant qui voudrait savoir si les élèves qui sont au cœur de cette démarche TEVA-là ont eu leur voix. Est-ce que par votre protocole de recherche, vous êtes allé capter la voix des élèves? Ben, écoutez, je l'ai dit à la fin, hein, c'était une des limites du projet. Comme les élèves faisaient partie du groupe, c'était des discussions de groupe, même si les intervenants les avaient préparés, même si, comme équipe de recherche, nous aussi, on avait pris le temps de les rencontrer avant leur participation au groupe pour leur dire qu'on voulait les entendre, c'était pas évident de les entendre dans un contexte de groupe. Fait que moi, je crois qu'il y aurait lieu assurément d'aller documenter ça davantage. Merci beaucoup. Il y a tout un bloc de questions, effectivement, sur le rôle de coordonnateur, de coordination. Vous avez fait valoir fréquemment que c'est un rôle central. Les gens se demandaient, dans les milieux concernés, ceux que vous avez questionnés, à quoi ça peut ressembler un coordonnateur TEVA? Et oui, c'est ça, d'abord ça. Et peut-être le mettre en contraste avec le rôle de l'intervenant pivot que certaines personnes ont retenu, qui essaient de comprendre la différence entre l'intervenant pivot qu'on avait peut-être autrefois, peut-être qui est encore court, et celui coordonnateur actuel. Ben, écoutez, je vous dirais que, pour avoir, ceux qui s'y intéressent, là, je vous réfère là, à l'article de Sarah Poirier, collaborateur à la fin du document, parce qu'on a fait une recension des écrits là-dessus, justement, en parallèle avec le projet de recherche de l'action concertée. Coordonnateur de service, si vous allez vers le lien que je vous ai donné là, sur le site du ministère des services à l'enfance de l'Ontario, c'est assez bien expliqué ce que ça fait un coordonnateur de service. En fait, c'est une personne qui reste avec l'usager, donc dans ce cas-ci avec l'enfant et sa famille, pendant plusieurs années et qui est donc au courant de tout ce qui se passe, qui sait ce qui fait partie du plan d'intervention de l'école, qui est au courant des services offerts en santé et services sociaux et qui, le moment venu, parce que bon, on commence pas nécessairement à 13 ans non plus à impliquer là, les services d'employabilité du ministère du Travail, par exemple, mais qui est capable de savoir, mais voici, là, c'est le bon moment pour inviter l'intervenant pour nous aider à planifier cette portion du projet de vie du jeune. Donc, un coordonnateur de service a vraiment un rôle de gestionnaire de cas aussi. Dans certaines provinces, par exemple en Ontario, on parle de case manager dans certains programmes. Moi, quand j'ai travaillé aux États-Unis, on appelait ces personnes-là service coordinator. Alors, c'est pas une personne, c'est un coordonnateur de service, donc c'est pas une personne qui va nécessairement offrir des services à l'élève et à sa famille. Peut-être que oui, dans certains cas, oui, mais son rôle comme coordonnateur, c'est vraiment de s'assurer que toutes les ficelles sont bien attachées. Parce que sinon, en fait, ce qui arrive, c'est que cette responsabilité-là, incombe aux parents. Et ça, les parents le nomment, à quel point ça peut être difficile pour eux et lourd pour eux. Ils ont déjà un rôle de parent à jouer, alors que quelqu'un d'autre porte la responsabilité de la coordination des services. C'est quelque chose qui est nommé là, à travers les études, c'est nommé partout. Puis ce que j'aimerais dire aussi, pendant qu'on parle de ça, c'est que c'est nommé pour la TEVA, mais c'est nommé pour d'autres contextes de coordination de services aussi. Donc, le rôle, la présence de quelqu'un qui joue ce rôle-là est vraiment super importante. Maintenant, intervenant pivot, mais je pense qu'il y a les définitions se recoupent assurément entre intervenant pivot et coordonnateur de service. Intervenant pivot, ma compréhension de la chose, mais dans le cadre de ce projet-là, on n'est pas retourné lire là-dessus, mais ma compréhension de la chose, c'est que l'intervenant pivot était une personne qui intervenait auprès d'un jeune, d'un enfant ou de sa famille et qui, parce qu'elle était centrale dans le cadre du plan d'intervention, parce que les objectifs étaient très liés au rôle d'intervenant de cette personne-là, assurait aussi le rôle d'intervenant pivot et jouait dans une certaine mesure le rôle de coordination aussi avec ses collègues. Mais coordination intersectorielle, ça implique évidemment différents secteurs. Donc, dans le cas de la TEVA, vers la fin de l'école secondaire, ce qu'on nous a rapporté typiquement, c'est
Autour d'une table de plan d'intervention, il va y avoir des intervenants de l'école, bien sûr. Il va y avoir des intervenants du réseau de l'employabilité. Il va très souvent y avoir des intervenants du réseau de l'éducation à l'adulte parce que plusieurs de ces jeunes vont continuer leurs apprentissages dans un contexte d'éducation à l'adulte. Et pour les jeunes qui ont des besoins au plan de la santé et des services sociaux, il va aussi y avoir quelqu'un de santé et services sociaux. Et si jamais ce jeune-là, par exemple, a des besoins importants au plan de transport adapté, ou si ce jeune-là s'implique de façon importante en loisirs, bien, il peut y avoir aussi un représentant d'un organisme communautaire au niveau du transport ou du loisir. Fait que imaginez le nombre de personnes que ça représente. Puis si on n'a pas un plan clair, hein, comme l'énoncé qu'on a choisi là, d'illustrer dans une des vidéos, là, il faut que le qui fait quoi soit clair. Puis il faut aussi, je pense, qu'il y ait un coordonnateur pour ces services-là pour que ça fonctionne de façon optimale. Merci beaucoup. Il y a énormément de questions ou de réactions même sur ce rôle de coordonnateur puis la place que chacune des organisations y occupe. Il y a les gens qui questionnent, par exemple, le rôle des CIS, quel rôle ceux-ci se voient et comment ils l'accomplissent dans l'interaction TEVA. Je vous amène du côté pour essayer d'aborder un peu toutes les dimensions qui sont lancées dans le fil de discussion sur le plan du plan d'intervention. Il y a Mme Garcin, vous nous avez parlé de votre expérience aux États-Unis, mais qui, elle, nous ramène dans le contexte américain et qui dit aux États-Unis et en Ontario, la planification de la TEVA est obligatoire dès l'âge de 14 ans pour les élèves ayant un plan d'intervention, sauf ceux qui sont en situation de douance. Selon ce que vous avez traversé en parcourant les données de votre projet de recherche et les résultats qui en découlent, selon vous, est-ce qu'on pourrait recommander que la loi soit amendée pour inclure un processus de TEVA? Je trouve que c'est une question vraiment, vraiment intéressante. Mon opinion personnelle, c'est que à la lumière des données, justement, en Ontario, aux États-Unis, bon, c'est sûr que faut préciser quelque chose. Hein. Le cadre légal du soutien aux personnes vivant avec des troubles développementaux, des incapacités, confrontées à des situations de handicap, ne sont pas exactement les mêmes aux États-Unis et au Québec. Fait que je pense qu'il faut aussi là, voir que le contexte n'est pas exactement le même. Mais si on pouvait rêver de services qui soient idéaux, optimaux pour ces jeunes-là, je pense que oui, il faudrait inclure la TEVA nécessairement dans le plan d'intervention. À partir de quel âge? Je ne sais pas. Moi, je me dis, si on adopte une approche étapiste, présentement, les écoles, j'ai toujours dit les écoles, mais en fait, ça incluait aussi des intervenants là, des autres secteurs, nous ont rapporté que le plan d'intervention dans lequel on incluait le projet de vie adulte du jeune très souvent débutait environ 3 ans avant la fin de la scolarité. Bon, on sait qu'au Québec, les jeunes en situation de handicap, plusieurs fréquentent l'école jusqu'à 21 ans, ce qui veut dire que le plan d'intervention incluant la TEVA, pour certains, débutait à 18 ans. Ben moi, ça m'apparaît tard. Quand on a lu toute la littérature sur le passage de l'adolescence, pas toute, j'ai pas lu tout ça, là, mais quand on lit la littérature sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce qu'on sait, c'est que 18 ans, c'est tard là, pour commencer à travailler la connaissance de soi, l'autodétermination, l'élaboration d'un projet de vie. Peut-être que 14 ans, ça serait un âge intéressant, mais très certainement, quelque part à 14, 15, 16 ans, là, il m'apparaît en tout cas à moi que 18 ans, là, c'est attendre un peu tard. Je pense qu'une once de prévention dans ce cas-là serait sans doute une très bonne indication. Donc, ce qui se dégage, c'est qu'on devrait commencer plus tôt. On a des questions sur le plus tard, notamment eu égard au plan d'intervention pour ceux qui ont des élèves dysphasiques, par exemple. On parle aussi d'élèves ayant des troubles du spectre de l'autisme, où l'entrée dans la vie adulte, en tout cas les frontières entre la phase jeunesse et la vie adulte, je sais que c'est des dimensions qui intéressent particulièrement le partenaire de cette action concertée-là, de favoriser les transitions entre les différents réseaux d'une phase à l'autre, mais est-ce que les parents, notamment, peuvent être bien épaulés au travers d'une démarche telle que la TEVA pour accompagner leurs jeunes jusqu'au collégial et jusqu'aux premières étapes de la vie adulte, pour des cas spécifiques comme ceux liés au trouble du spectre de l'autisme ou à la dysphasie?
Oui, c'est sûr que nous, on s'est intéressé là, au passage de l'adolescence et plus précisément de l'école secondaire à l'âge adulte. Les données sur le collégial et l'université commencent à être disponibles. Je pense qu'il y a beaucoup de suggestions là-dedans qu'en effet, il va falloir s'en occuper et qu'en effet, les parents devraient continuer à être impliqués, même si le jeune a atteint l'âge de 18 ans, par exemple, qui est considéré comme un adulte. Euh, donc, il commence à y avoir un peu de données là-dessus, mais nous, on ne s'est pas intéressé à ça. On a vraiment regardé les jeunes du passage de l'école secondaire à la fin du secondaire vers une activité qui était la plupart du temps une occupation de travail après le secondaire. Fait que je pense qu'il faut euh, bien comprendre le contexte de notre recherche, là, puis pas pas émettre de conclusions qui vont aller au-delà de ça. Je pense que de commencer plus tôt, en fait, c'est pour bien connaître la clientèle des jeunes qui sont dysphasiques ou qui ont un trouble de langage, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a intérêt à commencer plus tôt. Mais ça ne veut pas dire de commencer plus tôt à réfléchir à qu'est-ce que je ferai moi comme emploi lorsque je commencerai à travailler, mais de commencer à se connaître, de commencer à connaître ses forces, de commencer à connaître ses défis. Je pense que tout ça pourrait s'inscrire aussi dans des plans d'intervention assez tôt. Et ensuite, l'autre question de poursuivre plus tard, ben, je pense que dans un monde idéal, on pourrait poursuivre plus tard. Mais là, on est aussi soumis à la réalité que si un jeune de 18 ans ne souhaite plus que son parent soit là, ben, il y a tout à fait le choix que son parent ne soit plus là aussi là, dans des rencontres de plan d'intervention. Mais les données nous indiquent que les parents continuent de jouer un rôle important et positif pour ces jeunes-là la plupart du temps. Merci beaucoup. Je dirais que c'est une préoccupation. En fait, la recherche, c'est très frustrant parce que de s'attarder à une question, ça nous fait découvrir tout ce à quoi on devrait s'attarder qui est tout autour. Alors, il y a beaucoup de préoccupations autour de oui, mais après 21 ans. Donc, ça ne faisait pas l'objet de votre recherche, mais ça témoigne par les interventions des gens, des participants qu'il y a une réalité là qui est à couvrir. Vous avez parlé de projet de vie, je rebondis là-dessus, de projet de vie réaliste, de mieux connaître les jeunes, leurs forces, les aspects à travailler dès le plus tôt dans le processus. Il y a quelqu'un qui se demandait, c'est quoi la meilleure approche? Il y a comment est-ce qu'on devrait guider, puis peut-être que c'est en dehors du spectre de votre projet de recherche, vous travaillez plus au fonctionnement de la TEVA, mais est-ce qu'il y a des dimensions de votre projet de recherche qui ont permis de voir quelle serait la meilleure façon d'accompagner les jeunes dans leur projet de vie, à une approche plus basée sur leurs capacités ou des préférences du jeune, même si on sait que ça s'éloigne un peu de la réalité? J'espère que je traduis bien la question. Oui, ben, je pense comprendre la question. On n'a pas regardé ça de façon fine, mais je pense que c'est une question vraiment, vraiment intéressante. Là, si on avait à faire un autre projet de recherche, comme vous le disiez, Nathalie, je suis entièrement d'accord avec vous. Quand on s'intéresse à une question de façon et qu'on plonge dans le cœur d'une question de façon la plus approfondie possible, on se rend compte de tout ce qu'il y a autour qu'on n'a pas eu le temps de regarder au même degré de précision ou de focus, je dirais. Mais en effet, je pense que de soutenir le jeune dans ses capacités, c'est vraiment incontournable. Il faut qu'on soutienne ses capacités, il faut qu'on l'implique dans la décision, puis qu'on appuie son projet de vie sur ses désirs, sur ce qu'il souhaite faire. En même temps, je vous raconte quelque chose qu'on a vécu il y a quelques semaines parce que je travaille dans une équipe, dans un autre projet de recherche qui s'intéresse aussi à l'emploi chez les jeunes vivant en situation de handicap. Et les jeunes eux-mêmes, ceux qui sont un peu plus vieux, là, qui sont rendus à 28, 29, 30 ans, nous disent ouais, ça aurait été le fun que quelqu'un me dise que c'était peut-être pas le meilleur choix pour moi. C'est anecdotique ce que je vous raconte, là. C'est pas des résultats de recherche et c'est certainement pas généralisable. Mais je crois que le défi qu'on a dans l'offre de service, c'est de s'assurer de tenir compte à la fois des rêves des jeunes, parce que c'est ça qui les emballe, c'est ça qui les fait avancer finalement, et en même temps de leur offrir des occasions d'aller tester ces rêves-là aussi sur le terrain pendant leur formation. Notamment les stages sont un outil vraiment, vraiment intéressant à cet égard-là, puis de faire un retour sur le stage, puis d'ajuster les choses en cours de route. La TEVA, tout comme le plan d'intervention,
c'est un outil dynamique. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis on se dit, ben voilà, on a fait le plan de projet de vie du jeune, puis on a décidé ce qu'on allait faire pour les 5 prochaines années. C'est un outil dynamique qui va évoluer en cours de route à la lumière de ce qu'on observe chez lui comme intervenant, mais de ce qu'il observe lui-même, de ses propres expériences et de l'analyse qu'il en fait. Merci beaucoup. Je vais demander à Geneviève, est-ce qu'on a le temps pour prendre de nouvelles questions? On pourrait peut-être en prendre une ou deux. Ça vous convient? Oui, j'ai quelqu'un qui pourrait être utile. Y a-t-il une ressource qui liste tout ça, particulièrement sur l'île de Montréal? Mais si j'ai choisi cette question-là, c'est peut-être pour faire ressortir ce besoin-là d'être mieux guidé ou d'avoir de l'information mieux structurée, facilement trouvable par les différents intervenants ou même les parents qui accompagnent leurs jeunes pendant la vie. Oui. Bien, ça rejoint un peu l'objectif 2 de notre projet, là, où on a fait un scan environnemental dans la posture du parent qui cherche de l'information. Qu'est-ce qu'on peut trouver aisément? Et vous avez vu, hein, il y a des choses qu'on peut trouver, mais clairement, il manque d'informations là, à certains endroits. C'est pour ça que je vous ai donné les 2 ressources qui nous sont apparues dans le projet de recherche comme étant des ressources vraiment intéressantes, là. La ressource du guide de la région de Montréal et la ressource intersectorielle du Saguenay-Lac-Saint-Jean donne énormément d'informations. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Fait que ça nous apparaissait comme 2 sources vraiment intéressantes. Moi, mon hypothèse ou mon pressentiment, c'est que le guide interministériel qui a été publié en 2018 a vraiment été un catalyseur. Je pense qu'il y a beaucoup de commissions scolaires, de centres de services scolaires maintenant qui ont reçu ce guide-là. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ah, on a vu le guide, on veut vraiment mettre des choses en place. Alors, peut-être que depuis 2019, quand nous, on est allé voir sur les sites Internet des commissions scolaires, les choses ont changé. C'est tout à fait possible que les choses aient changé. Fait que je pense que le premier réflexe devrait être d'aller voir sur le site de sa commission scolaire ou sur le site de son école privée spécialisée ce qui est disponible. Mais sinon, les 2 outils là, que je vous ai mentionnés, en tout cas, de notre point de vue, étaient vraiment très intéressants et couvraient un vaste éventail là, de ressources pour aider les familles ou les intervenants là, à réfléchir puis à mettre en œuvre la TEVA pour le jeune pour le jeune qui le côtoie, là. Merci, Madame Gauthier, qui nous dit les villes ont souvent des guides de services pour les personnes handicapées, loisirs, transport, emploi, etc. Effectivement, on est dans le réseau gouvernemental, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, le réseau de l'emploi, mais on nommait souvent le palier municipal ou même communautaire qui sont très actifs pour soutenir toute la démarche TEVA. C'est un projet de société finalement. Donc, de l'élargir et de l'envisager plus largement, c'est un petit peu un appel à déborder les cadres. Absolument, absolument. Puis c'était dans ce sens-là, en fait, que je voulais mentionner là, des initiatives de certains organismes communautaires. Écoutez, notre but, et ça aurait été impossible de les recenser tous, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de, comme je disais, ce qui a été vraiment comment dire, impressionnant, je vous dirais même émouvant dans ce projet-là, c'est à quel point, en l'absence d'une structure très, très claire, là, ce que je pense que j'ai bien fait valoir, puis que le Bureau du vérificateur général aussi a fait valoir, il y a quand même, depuis 20 ans au Québec, eu une mouvance vers des services TEVA qui se sont mis en place à partir justement de la conviction des gens, de l'identification des besoins de ces jeunes-là, de ces familles, et de se dire, ben, on a des ressources et il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut mettre en place pour les soutenir. Fait que moi, je pense que c'est une étape, finalement, d'évolution de la TEVA et on va assurément se diriger vers des prochaines étapes avec des améliorations qui viendront avec ça, assurément. Merci. Là, j'hésite parce que Geneviève me dit j'aurai le temps pour une dernière question, mais en même temps, je trouve que votre réponse à la dernière question est très large. Sachez que le rôle de coordonnateur, ça revient à plusieurs égards. Il y a des gens qui auraient vraiment aimé en savoir davantage. Donc, ouvrir cette porte-là, que vous nous disiez un coordonnateur, ça vient plus du réseau de la santé, plus de l'éducation, selon ce que vous avez croisé, ou est-ce que c'est plus
probant ou est-ce que ça marche mieux quand c'est un directeur ou quand c'est un professionnel? Quel type d'intervenant? Alors, cette dimension-là parce que je pense que les gens ont beaucoup accroché sur cette clé-là, qui est un des messages clés de vos résultats. Donc, dans les activités de transfert de connaissances futures, de vraiment donner à voir qu'est-ce que vous avez trouvé. Vous pouvez en dire quelques mots maintenant, mais je pense que c'est comme une invitation à aller plus loin dans le travail de réflexion autour de à quoi ça ressemble un coordonnateur efficace dans cette démarche-là, dans la perspective de mieux accompagner le jeune dans ses aspirations. Oui. Bien, merci Nathalie d'avoir rebondi là-dessus parce que je pense qu'en effet, c'est une des clés. Là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Puis je pense qu'il y a un terreau fertile pour le faire aussi. Ce que je peux vous raconter, c'est les situations qui nous ont été partagées par les milieux où on est allé. De façon générale, c'était une personne à l'école qui jouait ce rôle de coordination-là pour plusieurs raisons. D'abord, les jeunes en situation de handicap, le milieu de vie actif le plus important pour eux, c'est l'école. Le milieu de vie où les personnes les connaissent le mieux, outre la famille, bien sûr, là, mais c'est clairement plus l'école que le milieu de la santé et des services sociaux ou que le milieu de l'employabilité. Donc, ils passent beaucoup de temps à l'école. Le plan d'intervention est très souvent orchestré aussi par l'école en matière de TEVA. Donc, c'était du personnel scolaire. Dans une des écoles, c'était la direction d'école qui gardait cette responsabilité-là parce qu'en fait, la direction d'école est responsable du plan d'intervention et dans une des écoles, le directeur d'école jouait ce rôle-là. Dans d'autres écoles, ce rôle était délégué à quelqu'un d'autre. Alors, une conseillère en orientation, un conseiller pédagogique qui jouait le rôle de coordonnateur de la TEVA. Et dans une école, moi je trouve que là, il y a une piste vraiment intéressante, il y avait un comité TEVA. Donc, il y avait 3 personnes qui coordonnaient ensemble la TEVA. Et ce qu'ils ont fait valoir, puis je trouve que c'était vraiment intéressant et assez convaincant, c'est qu'en fonctionnant de cette façon-là, d'abord, il y a plus d'idées dans 3 têtes que dans une. Et aussi, s'il y a du mouvement personnel, bien la mémoire de la TEVA pour ce milieu reste chez quelqu'un ou chez 2 personnes s'il y en a une qui quitte. Donc, c'était généralement dans les expériences que nous, on a documentées à cause justement du contexte. C'est-à-dire que le jeune passe plusieurs heures par jour à l'école, les intervenants scolaires le connaissent bien, c'est son milieu de socialisation naturel. Ben, c'était généralement un intervenant scolaire qui était coordonnateur du plan d'intervention et de la coordination intersectorielle, là, dans la mesure où ça se faisait, je vous dirais. Merci beaucoup. Il y a Mme Legault qui vous dit, pas Mme Legault, Mme Bisson, je crois, excellente suggestion du comité TEVA en milieu scolaire. On le sait dans le réseau de la santé et dans le réseau de l'éducation. Je pourrais même ajouter celui de l'emploi, la rotation de personnes qui accompagnent les jeunes est très grande. Donc, c'est un défi qu'on a relevé dans plusieurs réseaux. Puis, vous avez parlé de toute l'importance de rassurer le parent et l'enfant et le jeune qui traverse ces étapes-là. Donc, le comité, ça permet un peu plus de stabilité et donc de réassurance. Merci beaucoup. Geneviève, est-ce qu'on en fait une dernière ou est-ce qu'on passe au mot de la fin? Bien, je pense qu'on va passer au mot de la fin parce qu'il y a tellement de questions et comme tu le mentionnais, on va prendre ces questions et les transmettre à Chantal Desmarais qui, ça vous ajoutera peut-être vous ouvrir un blog à cet effet, comme ça vous pourriez répondre à tout le monde. Alors, c'est quand même très positif d'avoir cette forte participation. Je vais inviter Isabelle Champagne à se joindre à nous, ouvrir caméra et micro. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette collaboration Et merci aux participants et participantes pour votre participation très active. Je dois dire que c'est presque un record. Ouais. Est-ce que je peux dire un mot de merci maintenant, Geneviève, ou je le dis à la fin? C'est comme vous voulez. Oh, ben, c'est comme vous voulez. Moi, je vais juste m'attarder 2 secondes aux éléments techniques. Et puis, notre Audrey vous a mis un message à plusieurs reprises. Là, les résultats du projet sont dans le site web. Elle vous a donné un lien. Peut-être qu'on pourrait le remettre une dernière fois dans la discussion. L'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui sera éventuellement sur la chaîne YouTube du FRQ.
Donc, vous recevrez un message à cet effet. Puis également, un petit sondage de quelques minutes, là, bien sûr en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Et sinon, il y avait le PowerPoint là, où on vous a donné un lien, donc vous pouvez y revenir. Voilà, le PowerPoint, je pense, en version PDF. Alors, Chantal Desmarais, voulez-vous... Oui, bien, je veux vous remercier encore là, de m'avoir donné l'occasion de venir présenter ces projets-là. Je pense que ça a été super intéressant pour moi de résumer tout ça en 45 minutes. Merci aussi encore une fois, Nathalie, là, qu'on a eu la chance de côtoyer tout au long du suivi du projet pour l'animation de la période de questions. Fait que merci à vous tous de nous avoir permis de m'avoir permis de venir être la porte-parole finalement de l'équipe de recherche. Et je prendrai bonne note des questions qui me seront acheminées. Comme je vous le disais, on a encore des activités de transfert de connaissances de prévues, puis on essaiera de répondre le mieux possible à vos questions et besoins. Merci beaucoup. Merci. Alors, je cède la parole à Isabelle Champagne. Oui, merci beaucoup, Madame Godbout. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour toutes ces riches réflexions qu'on a eues aujourd'hui. Comme on vous l'a mentionné, moi, je travaille au secrétariat de la jeunesse, dont le mandat est de conseiller le gouvernement, notamment le premier ministre en matière de jeunesse et de soutenir aussi, de suivre l'action gouvernementale auprès des jeunes de 15 à 29 ans. Ça peut aller jusqu'à 12 ans quand on agit en prévention. Comme le mentionnait Nathalie, on veut bien planifier les nombreuses transitions qu'ont et qu'auront à vivre les jeunes. J'en profite aussi pour saluer mes collègues des autres ministères, des réseaux qui sont présents aujourd'hui. Je vais vous dire que moi, je n'ai pas personnellement participé aux travaux là, qui entourent cette recherche-là. C'est ma collègue Nathalie Saint-Laurent qui a eu cette chance-là. Malheureusement, Nathalie ne pouvait pas être présente ce matin. Donc, elle aurait sûrement aimé participer à cette rencontre-là, mais elle m'a demandé de vous transmettre quelques mots et quelques remerciements. D'abord à Chantal Desmarais, donc chercheur principal, pour son engagement, grand engagement, et à tous les chercheurs, les co-chercheurs, collaborateurs, aux professionnels et aux auxiliaires de recherche qui ont contribué, je pense, à l'avancement des connaissances là, pour leur important travail. Également aux membres du comité de suivi pour leurs judicieux conseils, leurs commentaires, au Fonds de recherche du Québec, évidemment, pour cet accompagnement précieux-là qu'on a toujours, notamment Geneviève Godbout, Nathalie Roy, et sans passer sous silence les très nombreux participants au webinaire aujourd'hui pour leurs questions très pertinentes. Je pense que ça démontre le grand intérêt qu'il y a envers cette thématique-là et ce sujet-là et la pertinence, je pense, de cette action concertée-là. Le souhait du SAGE, c'est que cette recherche sur les meilleures pratiques serve à améliorer concrètement la vie et à accompagner les projets de vie de ces nombreux jeunes-là qui vivent des situations particulières, la vie de ces parents-là aussi, de ces jeunes-là, et que ça enrichisse les pratiques des intervenants dans les écoles et des partenaires de la TEVA. Et en terminant, je voulais faire ça court, donc je voulais simplement vous rappeler que le SAGE soutient également un important réseau de chercheurs par le biais de la chaire Réseau Jeunesse de recherche du Québec, qui est accompagné également par les fonds de recherche du Québec, et que si vous jugez que ça peut être d'intérêt pour vous, pour votre organisation, je vous invite à vous abonner à l'infolettre à l'adresse que je vais mettre dans le chat à cet instant précis. Voilà, c'est fait. Et donc, merci pour la présentation et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup.